Les militaires, dans nos armées modernes, auront de plus en plus besoin des 2, que ce soit en orbite géostationnaire, notamment pour des grandes couvertures, mais aussi en orbite, basse et très basse, notamment au niveau du front, puisque c'est là se concentrent les forces et donc va se concentrer la volonté de nier à son adversaire les capacités de communication et spoiler alert, mais l'effet de Starlink sur le front ukrainien a eu ses conséquences. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnien, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Et bienvenue dans le 17e épisode d'Orbit Watch, où nous parlons de nos amis, les satellites de communication. Et oui, ce sont nos amis, et parce qu'on a très amplement besoin d'eux, nous autres civils, mais aussi militaires. Alors sans plus attendre, on saute dans les brèves. Vous l'avez tous vu, la fusée New Glenn, explosion, ces deux mots résument tout. Il y a seulement 2 jours, la fusée New Glenn de Blue Origin a explosé lors d'un essai statique au sol à Cape Canaveral. Elle a été détruite et le pas de tir semble avoir subi de sérieux dommages. C'est malheureusement un revers majeur car New Glenn est la seule fusée de Blue Origin capable d'atteindre l'orbite terrestre. Et le calendrier est particulièrement sensible. La NASA l'avait récemment sélectionné du reste pour plusieurs lancements liés à la Lune, notamment des missions associées à l'alunisseur Blue Moon. Et pour le programme Artemis, donc, ça pourrait renforcer à court terme la dépendance de la NASA envers SpaceX. L'enjeu opérationnel n'est donc pas seulement la perte d'une fusée, mais aussi les possibles perturbations sur un rythme de lancement qui devient de plus en plus effréné, au niveau de la logistique lunaire aussi, et surtout du déploiement des constellations commerciales de nombreux opérateurs. On reste avec la NASA, brève numéro 2. Le 27 mai, la NASA donc a présenté un plan détaillé pour construire progressivement une base lunaire près du pôle sud de la Lune. Ce programme reste intégré à Artemis, dont l'objectif est de ramener des astronautes à la surface de la Lune et à préparer sur le long terme les futures missions vers Mars. Nous avons déjà consacré un épisode, le numéro 10, au programme Artemis, et je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce nouveau plan de base lunaire montre que l'enjeu dépasse très largement l'exploration scientifique. Une présence permanente sur la Lune suppose de construire des systèmes d'énergie, de communication, de navigation, de mobilité, de logistique et de soutien. Autrement dit, avant d'être un lieu d'installation humaine simple, la Lune devient d'abord un problème d'infrastructure avec des enjeux industriels, stratégiques, sécuritaires, etc. Donc la Lune va devenir donc un emplacement où des humains vivent et où ça va aller bien au-delà de la simple recherche scientifique. Il s'agit de l'expansion planétaire de la race humaine avec tous les problèmes géopolitiques qui vont s'ensuivre. Troisième rêve, un mécanisme spatial en orbite géostationnaire. C'est donc une mission américaine de maintenance robotique en orbite géo qui est prévue pour l'été 2026. C'est le programme Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites mené avec Northrop Grumman Space Logistics. C'est un programme qui a commencé en 2017 et qui a changé de partenaire industriel après le retrait de Maxar en 2019. Il doit maintenant démontrer la capacité à intervenir directement auprès de satellites en orbite géostationnaire. La charge utile, donc robotique, a été développée par les le US Naval Research Laboratory avec le soutien de la NASA dans le cadre de plus larges essais technologiques de maintenance spatiale. L'idée est donc d'envoyer un véhicule auprès d'un satellite géostationnaire, donc il doit être capable de s'en approcher, de faire des manœuvres de proximité, de l'inspecter, de l'assister, de faire des manipulations mécaniques dessus, voire de le repositionner, tout en gardant le satellite en service. Bref, numéro 4, 5 satellites russes ont réalisé une modification coordonnée de leur inclinaison en orbite basse. Ils se sont positionnés dans un plan orbital correspondant à celui de ICEYE X-36, un satellite d'imagerie radar commercial.
Cette manœuvre est notable sur le plan opérationnel, car modifier son inclinaison en orbite basse demande énormément de propergol. Et le faire avec 5 satellites en même temps suggère une capacité de manœuvre significative à bord et évidemment une intention importante. La fonction exacte de ces satellites reste inconnue et il faut rester prudent dans l'interprétation de ce mouvement. Le fait qu'il se rapproche du plan orbital d'ICE X36, excusez-moi, ne prouve pas en soi une intention hostile ou d'espionnage. Mais nous savons que les satellites d'imagerie radar, qu'ils soient commerciaux ou pas, font désormais partie de la chaîne de renseignement de nombreux acteurs étatiques et évidemment que la capacité et l'action même de repositionner plusieurs satellites sur le plan orbital d'une telle capacité eh bien, va créer une surveillance attentive autour de ces 5 satellites russes. 5e et dernière brève, évidemment Starship version 3. SpaceX a donc réalisé le premier vol de ce nouveau modèle de Starship et une version donc plus récente, plus puissante de ce système de lancement absolument immense et entièrement réutilisable. L'étage supérieur a poursuivi sa mission, tout s'est bien passé, il a déployé des satellites factices et terminé son vol par un amérissage prévu dans l'océan Indien. C'est pas le cas du booster Super Heavy qui a connu des défaillances moteurs pendant sa phase de retour et qui a terminé sa trajectoire par un atterrissage pour le moins brutal. La Federal Aviation Administration a donc ouvert une enquête sur l'incident et les prochains vols dépendront des mesures correctives et de l'autorisation réglementaire. Alors, notons que je dis un atterrissage, mais c'était plutôt un amérissage, autant pour moi. Le système de Starship est absolument central, non seulement pour les ambitions martiennes de SpaceX, même s'ils ont annoncé récemment se concentrer un petit peu plus vers la Lune, mais aussi évidemment de la NASA, qui a besoin de ce vaisseau pour ses plans futurs sur la Lune et le programme Artemis. On passe maintenant au thème de la semaine. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opérations spatiales, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Nos amis, les satellites de communication. On en parle vraiment souvent dans beaucoup d'épisodes, mais c'est un petit peu tacite, les satellites de communication, pour l'armée, pour l'Internet à haut débit partout dans le monde, etc. Mais on va prendre cet épisode pour se pencher un petit peu plus sur la question. Évidemment, ça va en bonne partie de soi, mais on va quand même se pencher sur à quel point ce genre de capacités sont critiques pour les forces armées. Et donc évidemment, qui dit capacité critique dit l'adversaire va essayer de taper dessus, ou du moins de nier cette capacité à son utilisateur. Et donc, comment est-ce qu'on se protège de ce genre d'action? Alors c'est parti. SATCOM, c'est l'abréviation qui signifie simplement communication par satellite, et il s'agit simplement d'utiliser un satellite pour transmettre des données, des signaux à travers ce dernier, que ce soit de la voix, des données, de la vidéo, des ordres, du renseignement, mise à jour logicielle, ou quoi que ce soit d'autre, et ce sur de très longues distances. À noter que le satellite peut simplement être un relais qui va répéter une onde électromagnétique de retour en direction de la Terre, ou être un peu plus subtil et lui-même traiter les données, éventuellement les modifier ou gérer de manière plus détaillée leur redistribution au sol ou leur propagation à travers une constellation dans un réseau de satellites et ou d'éléments au sol afin d'arriver à leur destinataire. Alors pour les forces armées, ben, c'est ce qui permet à un commandant ou un commandement tout entier de rester connecté avec un navire en mer, des avions, des équipes ou des drones autonomes
des unités déployées au loin et des infrastructures critiques. C'est pour cette raison que les communications militaires par satellite ne sont pas seulement une fonction de soutien, mais elles font partie intégrale de la chaîne de command and control. Et en temps de guerre, elles font évidemment partie des opérations et elles y sont généralement critiques. Si la liaison fonctionne, eh bien, les forces peuvent se coordonner, rendre compte, recevoir des ordres et s'adapter à une situation qui change. Mais si la liaison est perdue, eh bien, la force peut certes encore avoir des armes, des capteurs et des effecteurs sur le terrain, mais elle devient plus lente, moins coordonnée, et c'est ça le gros problème, et qui va donc la rendre plus vulnérable, si ce n'est incapacitée, en fonction des objectifs et de la mission à réaliser. La question centrale, c'est donc pas seulement de savoir si l'armée possède des satellites, mais la vraie question, c'est de savoir est-ce que les liaisons par satellite continueront à fonctionner lorsque l'adversaire va tenter de les brouiller, de les perturber, de les intercepter ou d'attaquer nos moyens de communication. Penchons-nous maintenant sur deux orbites différentes, l'orbite géostationnaire et l'orbite basse. Le modèle bien connu traditionnel des satellites de communication, qu'ils soient militaires ou pas du reste, eh bien, repose sur l'orbite géostationnaire, qu'on appelle GEO, c'est-à-dire l'orbite qui, comme on l'a du reste discuté dans un épisode consacré à cette orbite si importante, et que je vous encourage aussi à écouter, elle se trouve donc à environ 36 000 km au-dessus de la surface de la Terre, et les satellites qui s'y trouvent tournent à la même vitesse que la Terre. Et donc, il demeure à un point fixe au-dessus de l'équateur. C'est une position qui est donc naturellement très utile pour les communications, puisque le satellite étant non seulement très loin, mais aussi toujours au-dessus du même point, peut couvrir une zone immense sans interruption. C'est donc évidemment important pour tout ce qui est communication stratégique, opérations navales, ou même aussi des communications avec les ambassades, les forces spéciales déployées au loin. Mais le petit souci de la l'orbite géostationnaire, c'est que le satellite étant très éloigné, le signal met plus de temps à faire l'aller-retour. Donc on a une latence. Du reste, comme il est fixe dans le ciel, ce qui est un avantage pour la simplicité de la liaison, eh bien, cette simplicité est aussi son point faible, dans le sens où l'adversaire peut viser ce satellite avec ses propres moyens de guerre électronique pour, par exemple, le brouiller. Là où, si on prend l'orbite basse, l'orbite terrestre basse, LEO, Low Earth Orbit, eh bien ça fonctionne différemment. Les satellites, ils volent beaucoup plus près de la Terre, donc on a un avantage ici au niveau de la latence, qui est beaucoup plus courte. Ils font le tour de la Terre en 1 h 30 par contre. Donc le petit souci, c'est que pour assurer une couverture continue, il doit fonctionner en constellation avec de très nombreux satellites qui se relaient au-dessus d'une zone désirée ou au-dessus simplement de toute la Terre pour des constellations comme Starlink. L'avantage donc pour, l'orbite basse, c'est, on l'a déjà dit, la latence, mais aussi des terminaux plus compacts puisque le signal est plus proche et donc généralement plus puissant, une certaine résilience grâce au nombre de satellites, pour autant qu'on ait ce nombre, mais un réseau évidemment plus complexe, beaucoup plus complexe, puisqu'il doit gérer en permanence avec quel satellite le terminal est connecté. Les vols au-dessus d'une zone donnée durent environ une quinzaine de minutes, donc ça change très vite, et la liaison doit être adaptée. Et donc cette complexité peut aussi évidemment créer des problèmes inhérents. On peut perdre la liaison simplement parce que y a un bug, il y a un problème, il y a quelque chose lequel on ne s'attendait pas. Cette complexité pose en elle-même un risque. Évidemment qu'en pratique, les militaires dans nos armées modernes auront de plus en plus besoin des 2, que ce soit en orbite géostationnaire, notamment pour des grandes couvertures, mais aussi en orbite, très basse et très basse, notamment au niveau du front, puisque c'est là se concentrent les forces et donc va se concentrer la volonté de nier à son adversaire les capacités de communication. Et spoiler alert, mais l'effet de Starlink sur le front ukrainien a eu ses conséquences. En parlant de ça, parlons donc de l'impact au sol de ces communications par satellite. L'effet ne se joue pas en orbite, ou du moins pas uniquement en orbite, il se joue au sol. À la fin, la guerre, ça se gagne là, au sol. Mais évidemment, il y a des tas d'opérations qui se passent aussi en mer, et puis comme on l'a vu notamment avec le conflit en Iran, des opérations absolument immenses qui se passent intégralement dans les airs. Une liaison par satellite peut transmettre, comme on l'a dit, des ordres, des vidéos par rapport au drone, si on veut par exemple piloter le drone à une grande distance, des mises à jour logicielles qui ont été du reste utilisées pour détruire les terminals, comme on l'a vu dans Comment hacker un satellite, et évidemment retourner des renseignements.
par des unités avancées, par exemple, directement au quartier général. La guerre en Ukraine l'a rendu très visible. Au début de l'invasion à grande échelle, les communications par satellite sont devenues essentielles parce que les réseaux terrestres étaient endommagés, saturés ou trop vulnérables. Les moyens de guerre électronique au sol, ils permettent de détecter les émetteurs adverses. Et si on ne bouge pas, quand on est un émetteur détecté, il faut généralement 7 minutes pour qu'on soit sous le feu, que ce soit du feu d'artillerie ou alors des drones. Eh bien, c'est dans ce contexte que Starlink a pris une importance très particulière, car ces terminaux ont donné à certaines unités ukrainiennes, à bon nombre d'unités ukrainiennes, les moyens extrêmement pratiques et faciles à mettre en place de communiquer près du front et d'avoir des communications qui marchent et de coordonner donc, que ce soit les unités, les forces, les drones, de partager les informations et de maintenir cette connectivité si importante pour la coordination des forces. On s'en souvient, et je vous rappelle de nouveau ce chouette épisode Comment hacker un satellite. La Russie a attaqué à la veille de l'invasion de l'Ukraine les terminaux Viasat, de sorte à mettre complètement hors service les liaisons avec ce satellite géostationnaire dont l'Ukraine dépendait sans doute assez fortement au niveau de ses liaisons militaires. Alors, on ne connaît pas l'impact exact, mais on peut se douter que ça a fait mal. Eh bien, Starlink a permis à l'Ukraine de bénéficier d'une infrastructure de satellites de communication bien plus résiliente et bien plus difficile à cibler pour la Russie. Et ce, à un tel point que la Russie elle-même utilise clandestinement les satellites Starlink. Donc, le conflit en Ukraine a montré que les moyens de communication par satellite, c'était pas juste un facteur clé, une capacité extrêmement importante, mais une cible. Quelles sont donc les menaces contre les capacités de communication par satellite? La menace la plus évidente, c'est le brouillage. Brouiller une liaison signifie émettre des interférences pour rendre le vrai signal plus difficile à recevoir. L'image la plus simple qu'on puisse vous donner, c'est si vous avez une conversation à l'oral, et puis que je venais comme ça avec un mégaphone hurler dans vos oreilles, eh bien, concrètement, votre interlocuteur parle toujours, sa voix, son signal est là, mais vous allez sans doute pas être capable de le décoder. Eh bien, dans les communications par satellite, c'est très similaire. Même dans les communications tout court du reste, on appelle ça du jamming en anglais. L'attaquant peut donc essayer de brouiller un signal qui descend du satellite vers l'utilisateur en brouillant toute une zone, en émettant ces ondes électromagnétiques comme un immense cri dans le spectre électromagnétique sur toute une zone. Ou alors il peut essayer de brouiller le signal qui monte au satellite en envoyant précisément dans la direction du satellite les ondes de brouillage. Et donc, les liaisons montantes pour les satellites en orbite géostationnaire, ils sont particulièrement sensibles puisque le satellite est fixe dans le ciel. Alors néanmoins, le satellite étant très loin, il faut le viser de manière très précise avec une très grande puissance de signal. Mais ça reste beaucoup plus facile à viser qu'un satellite qui se déplace et qui monte dans l'horizon et qui redescend de l'autre côté en moins de 16 minutes. Vous le voyez, il ne s'agit pas spécialement d'aller détruire un satellite, il suffit de brouiller la liaison au bon moment, au bon endroit, dans la bonne zone, et l'effet militaire peut déjà être très sérieux. Il suffit de faire perdre le contact à l'unité au bon moment pour lui faire perdre sa coordination et faire arriver éventuellement les informations trop tard au niveau des états-majors. Les satellites de télécommunication, et je me répète une troisième fois, allez écouter l'épisode Comment hacker un satellite, peuvent être attaqués par des moyens cyber. Et oui, c'est de la connectivité, et donc qui dit connectivité dit cyber. Et donc je reprends cet exemple de l'attaque en février 2022 qui a été faite sur ces moyens de communication à la veille de l'invasion. Il ne s'agit pas de brouillage, mais bien d'une cyberattaque qui a mis hors service les terminaux des utilisateurs en propageant une mise à jour logicielle malveillante par le réseau satellitaire, mais qui a eu l'effet escompté, c'est-à-dire couper les télécommunications. Bon, la leçon est importante. Le SATCOM, ça ne se limite pas qu'aux satellites en orbite. Elle comprend aussi, du coup, les terminaux, au niveau des utilisateurs, mais aussi au niveau de l'infrastructure au sol, le ground segment, pour gérer, maintenir et opérer toutes ces infrastructures spatiales, et tous les systèmes de gestion en réseau. Chaque élément de cette chaîne peut devenir une vulnérabilité et rendre l'intégralité du système inopérant. Et au-delà de nier la capacité à un adversaire, eh bien, on peut peut-être vouloir simplement écouter ces données. Alors,
les satellites en orbite géostationnaire, de nouveau, ils sont un petit peu plus vulnérables car ils émettent en général des ondes sur des immenses zones, voire des continents. Même s'ils ont des faisceaux, ces faisceaux, même s'ils sont très fins, eh bien, ils peuvent, en parcourant 36 000 km, s'agrandir significativement sur des grandes zones. Et donc, en gros, tout le monde dans cette zone peut écouter le signal. C'est pour cela qu'il est crucial de sécuriser, de crypter ces communications. Pour les satellites en Léo, en revanche, c'est un petit peu plus subtil, puisque comme ils sont beaucoup plus bas et qu'ils peuvent se permettre d'être un peu plus directifs, puisque leur faisceau va moins grandir en ne parcourant que 500 à 2000 km, eh bien, l'adversaire, pour intercepter ces signaux, devrait se trouver proche du récepteur. Mais le récepteur, généralement, c'est l'adversaire. Donc on ne peut pas si facilement être proche de l'adversaire. On notera quand même qu'une étude de 2025 estime que 50% du trafic de données en orbite géostationnaire, c'est-à-dire celui qui est généralement émis sur l'échelle du continent tout entier, y compris des applications critiques, est totalement ouvert. Donc là, c'est vraiment une question des utilisateurs qui ne sécurisent pas leurs données, ce qui est un peu inquiétant. Parlons maintenant des liaisons montantes. On peut aussi les intercepter. Et conceptuellement, c'est beaucoup plus simple sur comment qu'une liaison descendante, puisqu'il suffit de se placer derrière le satellite et toutes les liaisons montantes vous arriveront. Maintenant, évidemment, ça veut quand même dire qu'il faut créer, lancer et opérer un satellite d'écoute pour ce faire. Donc conceptuellement, oui, c'est simple, mais en pratique, il faut avoir les moyens et les capacités d'opérer un tel satellite. Mais c'est typiquement le genre d'écoute qui était effectué en orbite géostationnaire par le fameux satellite russe Luch Olympe. Un satellite donc d'écoute, entre autres. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que les Russes qui font ça en orbite, les Chinois et les Américains sont très friands de ce genre d'écoute. Comment protège-t-on maintenant tous nos satellites de télécommunication face à ces menaces, qu'elles soient cyber, qu'elles soient de guerre électronique avec le brouillage, ou que ce soit d'écoute, puisqu'évidemment, on ne veut pas que l'adversaire soit capable d'écouter nos données, que ce soit en liaison montante ou descendante. Eh bien, l'idée, c'est de rendre ces attaques plus difficiles. Ça ne signifie pas qu'un système va devenir impossible à brouiller, à perturber ou à écouter, mais ça signifie que les liaisons seront plus résilientes, qu'elles vont s'adapter à des conditions plus difficiles et qu'elles ne vont pas casser au moment critique où on a vraiment besoin d'elles. Un premier élément important, c'est la forme d'onde. Donc c'est comment est-ce qu'on module notre signal, quel genre de protocole on va avoir. En gros, physiquement, électromagnétiquement, à quoi notre onde va ressembler et donc en faisant quelque chose de complexe et évidemment de plus ou moins secret, eh bien, en protégeant ce secret, on peut garder l'information, on protège plus longtemps. Ça ne veut pas dire que ça le sera indéfiniment, mais ça aide déjà, puisque il faut quand même beaucoup de contraintes techniques pour être capable de recevoir une onde, que ce soit au niveau des antennes elles-mêmes et de leur forme, mais aussi au niveau de l'électronique. Donc en gros, si seul votre récepteur est capable d'écouter, de démoduler ces ondes-là, eh bien, soit c'est tellement dur de le reverse engineer que votre adversaire n'y arrivera pas, et donc la seule chose qu'il puisse faire pour y arriver, c'est de vous subtiliser vos récepteurs, ce qui n'est peut-être pas chose simple, ou alors de s'adonner à de l'espionnage industriel, ce que les grandes puissances font déjà amplement, mais vous y voyez donc l'intérêt, puisque généralement ce genre de systèmes sont faits par des entités privées. L'espionnage industriel, dans ce cadre-là, a aussi un grand impact sur la défense. En plus des ondes elles-mêmes, de la façon dont elles sont faites, non seulement peut-être pour être plus secrètes, mais pour être plus résilientes à du brouillage, eh bien, il y a les antennes dont la structure est plus avancée, ce qu'on appelle des phased arrays. J'utilise le terme anglais parce que le terme français, c'est antenne à réseau à commande en face. Bref, une engeance absolue, donc je continuerai à dire phased array. C'est simplement plein de petites antennes, comme ça, qui forment par exemple un rectangle, ça peut être d'autres formes. Et donc ces toutes petites antennes vont toutes émettre un signal avec des différences en phase qui vont créer des interférences, et ces interférences, en fait, vont avoir pour conséquence que le signal va se concentrer dans une certaine direction et va s'annuler dans d'autres directions. Ça permet, par exemple, en tant qu'émetteur, de focaliser le signal dans une direction. Comme ça, je l'émets vraiment en direction du récepteur ami et je fais baisser la probabilité qu'il soit intercepté ailleurs. Si j'envoyais par exemple avec une antenne plus simple, mais qui rayonnerait dans toutes les directions. Et en tant que récepteur, grâce à ces phased arrays,
je peux détecter la direction de laquelle vient le signal. Donc je peux me dire: «Hein, mais je ne m'attends pas à ce que le signal vienne de cette direction». Donc c'est un brouilleur, je peux ignorer ce signal, qui veut brouiller et me concentrer sur le signal qui vient d'une autre direction et recevoir donc le message que je dois recevoir. Un troisième élément, c'est le traitement à bord du satellite. Au lieu de simplement répéter un signal, comme on l'a dit, certains satellites, notamment au tout début de l'ère des SATCOM, c'était en gros des miroirs. Ils recevaient un signal, ils le répétaient en direction de la Terre, et donc on pouvait, par exemple, faire passer des ondes au-dessus des océans, notamment pour la télévision. Eh bien, un satellite peut traiter les données à bord, et donc il peut là y avoir déjà une régénération des données, mais on peut aussi du coup les rediriger de manière plus précise en fonction soit du traitement de signal ou soit d'une architecture en réseau et évidemment du type d'antenne phased array pour se dire je vais vraiment viser dans cette direction. On a parlé d'architecture et la protection repose aussi sur l'architecture elle-même, car une force ne devrait pas dépendre d'un seul satellite, d'une seule capacité ou d'une seule implémentation de cette capacité, ou d'une seule bande de fréquence qui peut être brouillée, d'une seule station au sol qui est une cible facile, ou d'un seul type de réseau. Évidemment, comme on dit, il faut pas mettre ses œufs dans le même panier, et donc une architecture résiliente va devoir combiner plusieurs couches de communication par satellite, que ce soit des objets commerciaux ou alors directement par et pour les armées ou encore dual, en orbite géostationnaire ou en orbite basse, avec des réseaux terrestres, des liaisons radio qui sont intégralement sur la Terre ou aussi par l'espace, et différentes procédures de secours et des plans B au cas où il y a des problèmes. Parce que si les satellites de communication sont depuis le début des années 2000 une capacité essentielle au commandement, et ils ne remplaceront jamais vraiment toutes les autres liaisons, du moins ils ne peuvent pas être la seule alternative qu'on a pour communiquer. Petit exemple avec les Américains, avec leurs investissements massifs qu'on commence dont on commence à être habitué, et pourtant ce sont à chaque fois des sommes absolument délirantes. Mais c'est dans ce contexte, évidemment, et on en a parlé dans une brève dans un épisode précédent, que l'US Space Force a attribué à Northrop Grumman un contrat de 398 millions de dollars pour le prototype de Enhanced Protected Tactical Satellite Communication. Donc le lancement de ce prototype n'est pas prévu avant l'année 2030, donc ça va prendre un certain temps de développement, mais son objectif est vraiment d'améliorer les communications par satellite dans les environnements de brouillage, donc dans les environnements vraiment où les moyens de guerre électroniques sont utilisés à fond. On a vu en Iran, ces moyens sont très importants. Un système doit utiliser des antennes avancées, comme on l'a dit, des phased arrays, des formes d'ondes spécifiques, plus résilientes au brouillage, évidemment, qui sont gardées, qui sont secrètement gardées. Et quand bien même le langage technique autour de tout ce qui est télécommunication et ondes électromagnétiques est relativement complexe, au sens opérationnel, c'est très simple. Les États-Unis veulent des communications par satellite tactique capables de continuer à fonctionner, même lorsque l'ennemi cherche activement à les perturber avec des moyens très puissants. Ce n'est pas seulement une question de protection du satellite lui-même, c'est bien une question de protection de la capacité de SATCOM afin d'assurer le commandement et ainsi que la communication entre les unités. Pour conclure, les communications militaires par satellite sont très précieuses parce qu'elles permettent de connecter des forces sur des immenses distances. Mais dans la guerre moderne, un adversaire n'a pas toujours besoin de détruire un satellite pour nier l'accès à de telles liaisons de communication. Il peut brouiller la liaison, attaquer les infrastructures au sol ou perturber le réseau par des attaques cyber. Ainsi, le SATCOM, pour être protégé, la réponse à ce problème ni parfaite, ni bon marché. Mais elle devient de plus en plus essentielle, car dans un environnement contesté et dans une course absolument effrénée aux constellations en orbite basse, la vraie question à la fin sera toujours de savoir si le commandement ainsi que la coordination entre les unités peut se faire sans friction, au sol, là où les choses se passent. J'espère que cet épisode vous a permis d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir plus de contexte sur nos amis les satellites de télécommunication, et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.